Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de définir ce qu'on appelle la vitesse de libération d'un objet et voir comment, avec les outils mathématiques de la classe de terminale, on peut démontrer une formule qui permet de déterminer cette vitesse de libération. Dans les différentes étapes de cette vidéo, tu vas voir qu'on a besoin de pas mal de points techniques. Aussi, n'hésite pas à la mettre en pause pour bien voir le détail des étapes de calcul que je te propose et même pourquoi pas à indiquer en commentaire les points que tu souhaiterais que je puisse préciser davantage. On va commencer par poser un cadre général et préciser un certain nombre de notations. On va imaginer qu'on a un objet ponctuel, donc qu'on pourrait imaginer réduit à un point de masse petit m, qui est positionné initialement à une distance r0 du centre d'un astre, de la Terre par exemple. Donc ici r0 ce serait dans cet exemple le rayon de la Terre. Et cet objet, on va imaginer qu'il possède une vitesse initiale v0 qui est dirigée vers le haut ici selon notre axe. À chaque instant t positif ultérieur, on va noter r de t la distance entre l'objet et le centre de la Terre, et v de t sa vitesse, ou plus précisément v de t la dérivée de la fonction r de t. V de t ici, c'est pas le vecteur vitesse, ni la norme du vecteur vitesse, c'est une vitesse algébrique qui serait positive si l'objet se déplace vers le haut, négative s'il se déplace vers le bas. Et puis de la même façon, on va noter a de t l'accélération de cet objet, ou plus précisément a de t la dérivée de la vitesse. On va aussi avoir besoin de quelques notions de mécanique, notamment l'énergie cinétique d'un objet. À chaque instant t se calcule avec la formule qui est là, 1/2 fois m fois le carré de la vitesse. Et l'énergie potentielle de l'objet, EP de t, c'est moins grand G, grand M, petit m sur R. Grand G, c'est la constante de gravitation. Grand M, c'est la masse de notre astre, la masse de la Terre par exemple. Petit m, c'est la masse de l'objet. Et puis petit r, la distance. Et on va faire l'hypothèse que l'énergie mécanique totale se conserve, c'est-à-dire que la quantité EC de t plus EP de t est constante au cours du temps, donc ne dépend pas de petit t. En particulier, en faisant cette hypothèse, on néglige l'existence de frottement et d'échange de chaleur avec l'atmosphère. À partir de ces hypothèses, on va déjà pouvoir commencer à en tirer quelques premières conséquences. D'après le principe fondamental de la dynamique, peut-être que vous l'appelez un peu différemment, l'idée c'est d'utiliser le fait que la somme des forces est égale à m fois l'accélération. Ici, la seule force qui s'exerce sur notre objet, c'est l'attraction de notre centre de masse ici. On imagine qu'il n'y a pas d'autres astres autour de l'objet, on a donc cette relation en divisant par m, a de t égale moins f sur m, avec f l'intensité de la force de pesanteur, donc grand F c'est une quantité qui sera positive. À partir de là, on voit que l'accélération va être négative, autrement dit la dérivée de la vitesse est négative, autrement dit la fonction vitesse est une fonction qui est strictement décroissante. Donc la vitesse après l'instant initial va devenir plus petit que V0. Ensuite, l'objectif de la démonstration va être d'essayer de déterminer s'il existe une certaine vitesse V0 à partir de laquelle l'objet ne retombe jamais sur la Terre. Si vous lancez l'objet avec une certaine vitesse vers le haut, cet objet va peut-être retomber. Si vous le lancez avec une vitesse plus grande, il va retomber un peu plus tard. Est-ce qu'il existe une certaine vitesse critique à partir de laquelle l'objet ne retombe pas ? Alors on va démontrer plus précisément l'équivalence suivante. L'objet sera libéré si et seulement si la vitesse initiale V0 dépasse cette quantité racine de grand G grand M sur R0, R0 étant le rayon de la Terre. Alors il existe des démonstrations de cette formule dans pas mal de vidéos de physique qui s'appuient sur l'existence d'un état imaginaire à l'infini. Dans la démonstration de cette vidéo, on va essayer de s'affranchir de cet état hypothétique et puis de démontrer rigoureusement qu'on a bien cette équivalence en précisant d'abord ce qu'on entend par l'objet est libéré. Alors on dira que l'objet est libéré si cet objet vérifie les deux conditions suivantes. D'abord, la fonction v reste toujours positive. Autrement dit, l'objet ne va pas faire demi-tour. Alors physiquement, on aurait du mal à imaginer qu'il fasse demi-tour puis qu'après qu'il reparte dans l'autre sens, mais ça, on va réussir à le démontrer. Et puis deuxième condition, on va dire que l'objet est libéré si cette deuxième condition est également vérifiée. La limite de la fonction r devrait être égale à plus l'infini. Donc en résumé, l'objet sera libéré si il va toujours vers le haut, la fonction v reste positive et la fonction r de t tend vers plus l'infini en plus l'infini. Alors pour démontrer cette équivalence, comme souvent en mathématiques pour une équivalence, on va raisonner en deux étapes.
Dans une première étape, on va supposer ce qu'on avait à gauche de l'équivalence, on va démontrer ce qu'on a à droite, et dans une deuxième étape, on fera le sens réciproque. Donc cette première étape, on suppose que l'objet est libéré. Je vous rappelle, ça signifie que la fonction v est toujours positive, elle est donc minorée par 0, et puis comme on a démontré qu'elle était décroissante dans le préambule, une fonction qui est décroissante et minorée, elle possède une limite en plus l'infini. Peut-être que vous avez vu en terminale ce théorème sur les suites, il est encore vrai pour les fonctions. C'est un théorème de convergence monotone. D'autre part, on sait que la limite de V étant égale à L, puisque EC c'est 1/2 fois mv carré, la limite de EC, de l'énergie cinétique, ce sera donc 1/2 fois ml carré. Et puis comme on sait aussi que l'objet est libéré, la fonction R tend vers plus l'infini, donc si on cherche la limite de l'énergie potentielle, eh bien on aura la limite de cette quantité-là. Le numérateur est constant, le dénominateur tend vers plus l'infini, donc la limite c'est 0. Donc la limite de l'énergie totale, c'est cette limite plus cette limite, donc 1/2 fois ml carré. Mais on rappelle que l'énergie totale, on l'a supposée constante, donc sa limite c'est la même valeur que la valeur de cette énergie totale à n'importe quel instant, notamment à l'instant initial. Donc l'énergie totale à l'instant 0 vaut la même chose que sa limite, d'où E de 0 égale 1/2 fois ml carré. Et puis il suffit ensuite de se souvenir que E de 0 se calcule avec l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle à l'instant 0, donc V0 et puis R0 ici. Et donc on a l'égalité qui est là, qui est positive, puisque 1/2 fois ml carré c'est une quantité qui est positive, hein, on n'a que des multiplications de facteurs positifs. À partir de là, bien, en isolant V0 dans l'expression qui est là, on va avoir V0 au carré qui est supérieur à 2 grand G grand M sur R0. Vous voyez que les petits m se simplifient au passage, hein. Et puis en prenant la racine carrée, on a directement la relation qu'on souhaitait. V0, la vitesse initiale, doit être plus grande que cette quantité racine de 2gm sur R0. Donc en résumé pour cette étape, si l'objet est libéré, alors V0 dépasse cette vitesse-là. Souvent en physique on s'arrête là, il est quand même important de se poser la question de la réciproque, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que si V0 est supérieur à cette quantité, alors on est certain que l'énergie est libérée? Ça va être l'objet de notre deuxième étape. Dans cette deuxième étape un petit peu plus compliquée, n'hésitez pas à mettre sur pause, à relire ou à m'indiquer en commentaire si vous avez d'éventuelles questions pour qu'on détaille quelques points. On va supposer qu'on a V0 supérieur ou égal à cette valeur critique de racine de 2gm sur R0 et on va essayer de prouver qu'à partir de cette hypothèse, on peut démontrer que l'objet est libéré. Alors, dans un premier temps, à partir de cette inégalité-là, on en déduit que E de 0 est positive. Ça revient à ce qu'on a fait dans l'étape précédente. Et comme E est constante, et bien pour tout instant t, E de t sera positif. Ce qui revient à dire qu'à tout instant t, l'énergie cinétique est supérieure à cette quantité-là, puisque la soustraction des deux, c'est l'énergie qui est ici. Or, cette quantité, elle est tout le temps strictement positive, hein, puisque la fonction R, elle est positive tout le temps, elle s'annule jamais, on a donc cette quantité qui est strictement positive. Donc la fonction V qui est ici ne s'annule jamais, sinon cette quantité ne pourrait pas être supérieure ou égale à quelque chose de strictement positif. Et une fonction qui ne s'annule jamais et qui est continue, en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, on peut démontrer qu'elle ne passe jamais par les valeurs négatives. Si la fonction V était parfois négative et à d'autres moments positive, comme en V0, et bien entre les deux, elle devrait s'annuler. Or ici, elle ne s'annule jamais, donc elle est toujours positive. D'autre part, on doit justifier l'autre critère pour vérifier que notre objet est libéré. V reste positif, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi démontrer que la limite de R, c'est plus l'infini. Alors nous, ce qu'on sait déjà, c'est que R est croissante, puisque V est positive et que V est la dérivée de R. Il suffit donc de montrer que R n'est pas majoré. Là aussi, c'est un théorème que vous devez avoir vu. Si on a une fonction croissante non majorée, alors elle tend vers plus l'infini. Peut-être que vous l'avez vu pour les suites, c'est exactement la même chose. On doit donc désormais démontrer que R n'est pas majoré. Pour ça, on va raisonner par l'absurde. On va supposer au contraire que R serait majoré par un réel strictement positif qu'on appelle grand R. Autrement dit, petit r est tout le temps inférieur à grand R. Si on injecte ça dans l'énergie totale, on a l'énergie totale ici qui est inférieure à celle-ci. Puisque petit r est inférieur à grand R, 1 sur petit r c'est supérieur à 1 sur grand R, mais moins quelque chose sur petit r, ça devient inférieur à moins la chose sur grand R. Hein. Il y a deux changements de signe dans les inégalités. À partir de là, en se servant donc du fait que cette quantité est supérieure à l'énergie qui est positive, on l'avait dit ici, on peut en déduire que 1/2 fois mv carré, c'est toujours supérieur à g grand M petit m sur grand R. Et puis en simplifiant par petit m, en multipliant par 2, en prenant la racine carrée, on en déduit que v de t est supérieur ou égal à cette quantité-là. V de t, je vous rappelle, c'est la dérivée de R, donc R' de t est supérieur ou égal à cette quantité. Et là, on va utiliser les intégrales.
On va utiliser la propriété qui s'appelle intégration des inégalités, peut-être aussi que vous l'avez vous appelé croissance de l'intégrale, puisque la fonction à gauche est plus grande que la fonction à droite, l'intégrale de celle de gauche est supérieure à l'intégrale de celle de droite. Alors là ici la variable elle s'appelle t, je l'ai appelée x ensuite puisque j'ai appelé 0 et t les bornes d'intégration. L'intégrale qui est à gauche ici, elle va être assez facile à calculer parce qu'une primitive de r' c'est r tout simplement. Et puis l'intégrale de droite, elle est aussi facile à calculer puisqu'ici vous avez à l'intérieur de l'intégrale une fonction qui en fait est constante, qui ne dépend pas de x. Avec ces calculs-là, on en arrive au fait que r de t moins r0, ça c'est le calcul de l'intégrale de gauche, est supérieur ou égal à la valeur de la constante multipliée par t moins 0. On peut passer par une primitive éventuellement pour trouver ça. Et ça donnera la quantité qui est là. Donc r de t moins r0 est supérieur ou égal à la racine carrée de 2gm sur grand R fois t. Et donc r de t est supérieur à cette quantité plus r0, et cette quantité tend vers plus l'infini quand t tend vers plus l'infini. Et donc par un théorème de comparaison pour les limites, r de t est supérieur à une quantité qui tend vers plus l'infini, donc r de t tendra vers plus l'infini. Mais ça pose problème parce qu'on a supposé que petit r était majoré par grand R. Donc il est impossible d'avoir une limite de r qui soit plus l'infini. On arrive donc à une contradiction, ce qui prouve que l'hypothèse qu'on a faite ici, que la fonction petit r serait majorée par grand R, n'est pas tenable, elle est forcément fausse. Donc la fonction petit r n'est pas majorée. Et comme r est croissante, on peut en déduire que la limite de r, ce sera plus l'infini. On a donc bien démontré à la fois que v reste toujours positive et que la limite de r est plus l'infini, et ça c'est ce qu'on a posé comme définition du fait que l'objet est libéré. On vient de faire la démonstration de sens réciproque. Donc, on a réussi à démontrer l'équivalence, l'objet est libéré, si et seulement si la vitesse initiale est supérieure ou égale à racine de 2gm sur r0. Ainsi, ce qu'on appelle vitesse de libération, c'est la quantité qui est ici, qui dépend fortement de grand M. Par exemple, si on l'applique au cas de la masse de la Terre, on obtient une vitesse de libération de 11,2 km par seconde, alors que si on l'avait appliqué à la situation de la Lune par exemple, avec une masse grand M plus faible pour celle de la Lune que pour celle de la Terre, eh bien on aurait une vitesse de libération de la Lune seulement d'à peu près 2,38 km par seconde. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour toi et éventuellement t'aura donné des idées, pourquoi pas pour le grand oral.